Atmos Sprinkler. Salut Frédéric. Ouais, bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Merci d'être avec nous. Bah, c'est un plaisir. Tu arrives directement de... France. Oui. Voilà, directement, je suis arrivé lundi. Lundi, oui. Voilà. Le décalage? Le décalage, ça va. Ouais. Le réveil ce matin à 2h30 était un peu stressé, mais... Ouais. C'est normal Mais dans heureux. les circonstances. Et puis en plus, il y avait de la neige. OK. Et pour un Français, si tu veux, la neige, c'est 2 fois par an, voire 1 fois par an. Et donc, c'était ma première neige 2019. Donc, j'étais comme un petit enfant. Oh, il neige. On peut aller faire des bonhommes de neige après C'est ensemble ça. si vous voulez. On pourrait, si tu as le temps, j'avais ton keynote. Oui, c'est Ton ça. keynote est juste à 9h, fait que tu as le temps en masse. On a tout le temps. Aucun problème. On va arrêter le podcast là, on va faire un bonhomme de neige. On prend le gear amovible et on y va avec ça. Mais c'est un beau segway. Eric, Ouais. ce matin, monsieur, vous présentez un keynote à 9h. C'est ça. Pouvez-vous nous le décrire un petit peu? Alors, le titre s'appelle Cessons les estimations. OK. Aussi connu sous le nom de les estimations, c'est de la... C'est du no estimate. Voilà. Tu es poignus aujourd'hui. Presque pas téléphoné comme C'est question. diplomate. Et en fait, c'est une conférence que j'ai écrite parce que j'ai constaté que sur le terrain, il y avait beaucoup d'estimations encore et qu'on se pose assez peu la question finalement. C'est-à-dire que c'est une obligation. Ouais. Et donc, C'est un réflexe, hein? C'est un réflexe. C'est un artefact C'est qu'on ça. fait sans se poser la question. C'est ça. Ouais. C'est un C'est un besoin. héritage culturel. On le fait et puis on passe à l'agilité. Donc on se dit, on va faire des estimations agiles, Ouais. ce qui moi me pose toujours un problème. Ouais. Et puis finalement, le manifeste agile nous dit il faut plutôt s'adapter à un changement plutôt que de faire un plan. Et qu'est-ce que faire des estimations si ce n'est faire des plans? Et je pense que c'est une question qui doit être posée. Ouais. Qui doit vraiment être posée. C'est-à-dire finalement faire un peu éclater en vol l'évidence et en se disant c'est peut-être pas tant une évidence que ça. Et c'est pourquoi est-ce qu'on les fait, comment est-ce qu'on les fait et quelles sont les conséquences quand on les fait. Donc c'est à peu près le plan. Quelles sont les conséquences quand on les fait? Des conséquences souvent malheureuses. Par exemple? Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce qu'il y a des morts? Ça dépend si un logiciel qui fonctionne pas peut tuer des gens. On met quand même le mot deadline, hein? Donc, il y a sûrement des morts quand on ne livre pas à temps. Ouais, C'est ça. dans le mot. Ouais. Alors ouais, effectivement, ça fait partie de la conférence. Il y a tout ce vocabulaire, mais oui, les conséquences en fait, il y a les conséquences théoriques, c'est-à-dire qu'on va nous dire si je mets une deadline, on va aller plus vite. Oui, oui. Mais depuis quand? La pression artificielle C'est ça, va la pression induire Le artificielle. quelque sentiment chose. d'urgence. C'est ça, le sentiment d'urgence. Qui C'est-à-dire crée un que, sentiment de panique. voilà, je vais Ouais. avoir un curseur sur mes développeurs, plus 10%, plus 20%, plus 40%. Le pire, c'est que les développeurs vont respecter le délai. Ils vont Oui, juste c'est couper, ça. ils vont couper dans la qualité. C'est ça. Ouais, Donc ouais. forcément, il va y avoir des compromis sur la qualité, il peut y avoir des compromis sur beaucoup de choses. La santé. Oui, la santé. On peut aussi empêcher finalement un client de changer d'avis en disant mais on a déjà pris des engagements, donc pourquoi est-ce que tu viens changer d'avis? Tu peux plus changer d'avis, on a pris des engagements. Donc Ouais. il y a aussi une contradiction entre le fait de prendre des engagements, d'être dans un mode prédictif ou d'être dans un mode adaptatif. Et ces conséquences-là, elles ne sont pas forcément perçues. On est toujours dans cette difficulté d'une agilité qui est très méthodologique. Ouais. Culturellement, on n'a pas fait un changement de cap, on n'a pas changé la culture. Et donc l'idée, effectivement, avec la conférence, c'est d'aller littéralement détruire les idées préconçues. Ouais. C'est vrai que dans la bio Twitter, j'ai marqué conférencier iconoclaste, c'est-à-dire celui qui va détruire les icônes, qui va détruire ses pensées toutes faites, pour permettre aux gens après de réfléchir par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va détruire un héritage, une sorte d'obligation de j'ai toujours fait comme ça, donc je ferai comme ça. Et puis après, laisser à chacun se dire ah bah tiens, ouais, effectivement, ça m'interroge, ça m'interpelle, qu'est-ce que je vais faire avec? Je l'ai donné à Rennes la semaine dernière. Oui, OK. Et la réception? Et la réception était très sympathique. Alors, ça dépend des personnes. J'aime le choix de mots, c'est drôle. Ça dépend des personnes, hein, parce que en fait, elle est vraiment écrite. Un jour, il y a quelqu'un qui l'a définie comme une conférence écrite au lance-flamme. Au lance-flamme. Au lance-flamme. C'est-à-dire. C'est un compliment et une insulte en même temps. C'est ça. Mais ça décrit bien le fait de raser toutes les idées préconçues. Et donc, à l'Agile Tour de Rennes. Donc, un compliment. Okay. Voilà. Et il y a des gens qui sont parfois un peu heurtés. Parce que, quelque part.
Leur job, c'est de maintenir ça. Donc, ils se sentent attaqués sur leur métier. Donc, voilà. Et puis, d'un autre côté, j'ai une dame qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit vous m'avez retourné le cerveau, quoi. Elle m'a dit merci, quoi. Elle m'a dit en 45 minutes, je vois plus du tout les choses comme avant. Bravo. Et ça, c'est quelque chose qui touche, quoi. Tu as brisé un postulat fondamental. Comment? Tu as brisé un postulat fondamental. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'idée de revenir à l'essence de l'agilité. Donc normalement, je prononce pas de gros mots durant les conférences. Mais tu peux. Pas de sigle. On a le droit. Puis, vos gros mots français sont acceptés ici. Oui, c'est ça. Non, mais quand je dis gros mots, c'est pas de sigle, pas de nom de méthode, quoi. Peut-être un peu si je suis taquin. Mais vraiment pour revenir en disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du prédictif? Est-ce qu'on cherche à prédire? Ou est-ce qu'on fait de l'adaptatif? C'est là tout le sens. Mais écoute, Frédéric, je vais te challenger un peu. J'amène mon auto au garage. Oui. Je veux un estimé avant de dire oui. Bien sûr. Si j'amène mon auto puis on dit finalement on a fait de l'inspection de l'adaptation puis on a changé ceci et cela, on t'a mis des freins en céramique et tout à l'heure et ça va te coûter 10 000 $. Ça se peut que je sois malheureux. Oui. Alors pourquoi pas en développement logiciel? Alors en fait, il y a deux aspects dans la question. La première question, c'est finalement est-ce qu'on peut copier-coller toutes les méthodes de gestion selon la nature de l'activité. C'est-à-dire que est-ce que je peux gérer un garage automobile comme je gère du développement logiciel? En France, on a été les grands spécialistes, on a vraiment copié-collé le monde du bâtiment pour faire le logiciel. Et donc on a tout le vocabulaire. Alors on a les architectes, je pense qu'au Québec aussi vous avez les architectes aussi, ça vient du bâtiment. Mais nous on a même les assistants à maîtrise d'ouvrage, les assistants à maîtrise d'œuvre. Alors le cahier des charges, je ne sais pas s'il est employé ici, mais le cahier des charges à l'origine c'est quand même le document qui indiquait les charges que pouvait supporter un pont. C'est des poids là, Voilà. Et donc ça c'est ma première question, c'est est-ce que je peux vraiment faire un copier-coller méthodologique d'un domaine d'activité qui n'a rien à voir pour gérer un autre domaine d'activité? Est-ce qu'il y a une seule manière de gérer? Est-ce qu'on va gérer un projet thérapeutique d'un patient dans un hôpital de la même manière qu'un champ de bataille, que la même manière que la réparation d'une voiture ou que le développement d'un logiciel? Je suis convaincu que non, vraiment. Donc c'est pour ça que ces analogies ont un peu leurs limites. Après, effectivement, à propos du garage, et merci pour la question, parce que je suis allé apporter ma voiture justement chez le garage, et sur le devis, il y avait une toute petite ligne en bas, et c'était marqué sous réserve de ce qu'on découvre quand on va ouvrir le capot. Excuse-moi, j'écoutais deux conversations. Sur le devis de mon garagiste, c'était marqué sous réserve d'ouverture du capot. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va ouvrir le capot, selon ce qu'on découvre, peut-être que le devis ne sera pas valable. Ça ne veut pas dire que le devis est infini, ça veut juste dire que le garagiste va rappeler en disant je viens de découvrir ça, donc est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas? Donc finalement, on n'est pas loin de développement logiciel. On n'est pas très loin. Alors le monde des garagistes a un énorme avantage, c'est qu'ils font des actions reproductibles. C'est-à-dire que changer un pneu, c'est changer un pneu. Faire une vidange, c'est faire une vidange. Et du coup, on aboutit à finalement un catalogue de services, parce que quand le garagiste a changé 100 pneus, 1000 pneus, il sait combien de temps ça lui prend, il a un coût moyen, il a un risque, il a le coût moyen, le coût minimum. Et effectivement, quand on voit comment travaillent les garagistes, ils ont des catalogues très très précis. Et je pense pas que ça soit possible dans le développement logiciel d'avoir un catalogue de pièces à changer. Je pense que le métier est d'une autre nature. Je pense qu'on est plus sur de la conception de quelque chose de nouveau. Et donc en fait, on peut pas faire ça. Maintenant, qui dit ne pas faire d'estimation ne veut pas dire chèque en blanc. Et c'est là où c'est toujours un peu compliqué. C'est que effectivement, quand on dit on va arrêter de faire des estimations, les gens disent mais je vais devoir sortir mon chéquier et puis c'est toi qui vas marquer le chiffre. Pas du tout. En fait, on peut complètement respecter un prix donné en variant sur d'autres périmètres, et notamment le périmètre fonctionnel, mais on peut complètement respecter un budget donné. Et si je suis un peu taquin, le fait de ne pas faire d'estimation, c'est même la seule manière de respecter le budget.
Ah, vas-y, continue. Je m'explique. Ouais. Si on fait un projet au forfait, c'est-à-dire qu'on a figé le cahier des charges, qu'on a figé le délai, qu'on a figé les fonctionnalités. Sur papier, du moins. Voilà, on va partir sur un projet à $1 million pendant un an. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? Si le projet n'est pas complètement prêt, le client ne peut pas se fâcher avec son prestataire. Voilà, quand je dis qu'il n'est pas complètement prêt, je suis très pudique. On va dire que c'est le gros bazar, quoi. Il ne peut pas se fâcher avec son prestataire parce qu'autrement, il va perdre un an de développement, il va perdre son $1 million. Alors on va dire, ah oui, mais il y avait une clause dans le contrat qui prévoyait pénalité de retard. Mais le prestataire va montrer que le client avait des torts. Oui. Donc en fait... donc les demandes de changement c'est ça, qui n'étaient pas prévues et qui sont apparues tout le temps. Oui. Donc en fait, la contractualisation dure ne fonctionne pas. Oui. La contractualisation dure ne fonctionne pas. Donc on a beau garantir un prix à l'origine, à la fin, si ça ne marche pas, on pourra toujours dire que c'est de la faute du client. Et donc on a un logiciel qui ne fonctionne pas. Et donc, que va devoir faire le client? Remettre au pot. Remettre au pot, remettre de l'argent. Oui. Et il va devoir de nouveau sortir de l'argent. Oui. Et donc en fait, c'est bien les estimations qui ont entraîné le dépassement financier. C'est bien les estimations du début qui ont fait qu'à un moment, on est bloqué et qu'il faut remettre de l'argent. Et il y a dans un certain nombre d'entreprises un chantage. C'est-à-dire que le client dépend complètement de son prestataire. Nous, en France, on a vécu quelque chose de formidable. Alors, je peux le dire parce que ça a été publié dans la presse. Le ministère de l'Éducation nationale a demandé un logiciel pour gérer les ressources humaines. Donc, grosso modo, pour gérer les professeurs de l'Éducation nationale en France. Et il y a eu un devis qui a été fait à 60 millions d'euros, ce qui est déjà un devis assez conséquent. Tu as bien dit 60 millions. 60 millions d'euros. Donc en dollars canadiens, ça veut dire 90 millions de dollars canadiens à peu près. Au moins, et donc en fait, le projet in fine a coûté 360 millions d'euros. Donc grosso modo 450 millions de dollars canadiens. Et il y a un petit détail qui est absolument croustillant, c'est qu'il n'y a aucune fonctionnalité qui fonctionnait. C'est-à-dire qu'ils ont tout mis. C'est cher par fonctionnalité à ce moment-là. C'est dommage. C'est-à-dire qu'ils ont tout mis à la poubelle. Et bien entendu, cet argent, il n'a pas été perdu. Il est allé dans des poches. Il y a des gens qui ont gagné de l'argent. Et il n'y a aucune entreprise qui va finalement s'engager sur ce genre de montant sans avoir la garantie d'être payée. Donc à la question, est-ce que le no estimate c'est le fait de faire un chèque en blanc? Pas du tout. C'est absolument tout l'inverse. Il n'y a que le no estimate qui nous permet de dire on a une enveloppe financière au début, on va la respecter parce que finalement on ne sait pas ce qui va se passer. Mais l'enveloppe, on est sûr de la garder et de la conserver. Donc on garde l'enveloppe financière, mais toutefois on tente de maximiser la valeur. Oui, c'est ça. Avec un périmètre fixe qui est le budget. Oui, c'est ça. OK. C'est-à-dire que Scrum. C'est-à-dire pour moi, il y a des choses auxquelles on ne touche pas, la qualité, on n'y touche pas. Et il faut le dire, il faut le redire, la qualité, on n'y touche pas. On ne touche pas à la qualité du code. Ça veut dire programmation binôme, ça veut dire programmation pilotée par les tests, ça veut dire beaucoup de choses. Le budget, on n'y touche pas. Le délai, on résout le problème à partir du moment où on va découper très finement et on va livrer très rapidement. Et donc en fait, la bonne variable d'ajustement, c'est bien entendu le périmètre fonctionnel. C'est d'autant plus la bonne variable d'ajustement qu'au début du projet, le client ne sait pas le logiciel qu'il veut. Voilà. Il en a une vision globale, il a un problème auquel il veut répondre. Il n'a absolument pas la liste des fonctionnalités détaillées qu'il aura besoin dans un an. Surtout que le marché évolue très rapidement aujourd'hui. Comment? Le marché évolue rapidement, la compétition bouge rapidement. Oui, alors c'est vrai qu'on indique souvent que le contexte, le marché évolue, mais il y a quelque chose de beaucoup plus prosaïque, c'est que le client réfléchit. Oui, en plus. Bien sûr. Et qu'on apprend en faisant. Donc c'est bien entendu quand je vais livrer des fonctionnalités que finalement je vais découvrir au fur et à mesure c'est quoi mon vrai besoin. Je prends toujours l'exemple mais d'un site marchand. Je peux rajouter un nouveau bouton. Si je vois que mon taux de fréquentation diminue, si je vois que mon taux de conversion diminue, c'est pas le bon bouton. Donc je vais le changer, je vais le retirer, je vais en mettre un autre. Les tests AB. Voilà, donc j'ai appris quelque chose. Et cette dimension d'apprentissage et de réflexion, elle est rarement prise en compte parce que il y a cette croyance fermement établie
qu'on peut à un instant T connaître son besoin dans un an. Sauf que ça marche pas comme ça. Ouais. Et donc pour répondre à la question, on peut faire du no estimate en gardant un budget, mais au dollar près, quoi. Ouais. Vraiment au dollar près. Et moi je suis pas j'aime bien dire, je suis pas qu'un escroc de coach ou de conférencier. C'est-à-dire qu'au quotidien, j'ai des vrais clients à qui on fait du développement logiciel, et il y en a avec qui on travaille depuis 5 ans. En fait, ils payent un abonnement mensuel. Le prix à l'année, c'est l'abonnement mensuel x 12. Oui. Oui. Et ça fait des années, et ils ont une enveloppe budgétaire à l'année, et on n'a jamais dépassé. Touche du bois. Non, on ne dépassera jamais. Ouais. On ne dépassera jamais. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas d'estimation. C'est-à-dire qu'on a l'enveloppe, on fait le travail à hauteur de ce qu'on est payé, et ce qui est prêt, et ce qui n'est pas prêt sera fait plus tard. Alors, si on pouvait offrir des petits points de vente, de marketing, pour le marché, les gens qui développent du logiciel, pour vendre le concept de cesser les estimations ou de no estimate, quels seraient ces points? Alors, Monsieur le client, voici les avantages pour vous. Ouais. Alors, en fait, effectivement, on a toujours la croyance que le comment ça s'appelle, le client va acheter en fonction du prix. Oui. Voilà. Et c'est faux. Il y a une université française qui a fait un appel d'offres pour un projet de développement logiciel. Les réponses financières allaient de 1 000 € à 1 million d'euros. OK. Voilà. Alors déjà, ça nous donne un petit indice sur ce que sont les estimations, la fiabilité des estimations. Ouais. Et alors, je ne vais pas divulgacher l'information, mais en fait, ils n'ont pas pris la formule la moins chère. Ils vont certainement pas se mettre avec un prestataire qui promet à 1 000 €, parce qu'ils savent que c'est pas sérieux. Ouais. Donc en fait, le client ne signe pas parce que c'est le moins cher, il signe parce qu'il a confiance. Et donc la vraie question de la vente en no estimate, c'est comment est-ce que je fais pour générer de la confiance auprès d'un client. Ouais. Alors ça, c'est une question, si on la pose dans une entreprise, on va avoir un foisonnement d'idées incroyables. Parce qu'on peut communiquer, parce qu'on peut participer à des salons, parce qu'on peut écrire un blog, parce qu'on peut faire du conseil, parce qu'on peut donner les coordonnées de nos clients actuels, et on peut donner les coordonnées de tous nos clients. Ce que ne peut pas forcément faire quelqu'un qui fait des estimations. C'est-à-dire que c'est qui vos clients ? C'est là, c'est les logos là sur le diaporama. Et on peut leur parler, oh non, vous savez, ils veulent pas être dérangés, etc. quoi. Donc en fait, la meilleure façon de vendre du logiciel demain, c'est de satisfaire nos clients aujourd'hui. Oui. Waouh, intéressant. Avec des logiciels qui fonctionnent. Voilà, c'est ça. Et c'est la meilleure preuve qu'on puisse faire. Et puis pour la petite anecdote, il y a 2-3 mois, on a eu un client qui nous a fait un retour parce que ça faisait 1 an qu'on travaillait avec lui. Et en fait, il nous a dit c'est vraiment très bien, on est content de vos services et tout. Et il a énuméré un certain nombre de qualités. Et il nous a dit, vous respectez toujours les délais. Et en fait, on s'est marré avec les développeurs parce qu'on lui a jamais annoncé une date. Ah oui. En 1 an, on lui a jamais annoncé une date. Et lui est convaincu qu'on lui a annoncé des dates. Alors pourquoi ça ? Parce que dans la tête des clients, il y a une confusion très importante entre le respect d'un planning et la réactivité face à une demande. Et donc en fait, ce qu'il voulait dire dans ces mots, c'est vous êtes très réactif à toutes mes demandes. À mes découvertes. Bien sûr. Et pour nous, c'est très simple, parce qu'on n'a pas pris d'engagement sur un planning. Donc en fait, quand il nous demande quelque chose, si c'est ce qui est prioritaire, on le fait tout de suite. Et donc pour lui, on est très rapide, on est très réactif, donc on respecte les délais, quand bien même on lui annonce jamais les délais. Alors c'est très subtil, parce que c'est quand même un client avec qui on travaille depuis 1 an, donc c'est pas quelqu'un, c'est pas un prospect qu'on rencontre pour la première fois. Et pourtant, c'est quelque chose, il n'a pas perçu la différence. Mais quelque part, peu importe, ce sont nous les professionnels. Donc c'est à nous de conseiller les clients. Et donc c'est à nous de les amener progressivement vers cette voie-là. Aussitôt qu'on ouvre le capot. Ouais, c'est ça. On offre une meilleure visibilité aux clients. On va découvrir ensemble. Alors, effectivement, si on approche un client d'un point de vue commercial en disant nous, on a un no estimate, il va partir en courant. Par contre, c'est trop brutal comme message. C'est un peu trop brutal. C'est bien pour les conférences agiles parce qu'on a des gens qui ont déjà réfléchi à la question, qui vont réfléchir à la question. C'est bien sur Twitter pour provoquer une conversation. Ouais, c'est ça, pour échanger.
Sur du démarchage de clients, c'est un peu compliqué. Par contre, il y a un argument qui peut fonctionner, c'est avec nous, vous aurez la liberté de changer d'avis. Vous aurez la liberté de nous demander des choses et on vous dira toujours oui. Et quelque part, c'est inclus dans le budget. Puisque comme la variable, c'est pas le budget, la variable, c'est le périmètre fonctionnel, donc ça veut dire vous nous donnez une nouvelle fonctionnalité. Et puis la fonctionnalité moins importante, on la fera plus tard. Et ça, c'est... Si on l'a fait. Si on l'a fait. Oui, parce que le plus tard peut être jamais. Bien entendu. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement audible par des prospects. Oui. Est-ce qu'il y a des liens avec le fameux concept de Minimal Viable Product, avec les no estimate? Alors, moi, j'ai toujours un peu de mal avec ces mots-clés-là. J'aime bien dire que le MVP n'existe pas. J'aime bien dire que DevOps n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas dans le sens, ce sont des états d'esprit, non pas des méthodes, ou ça n'existe juste pas? Non, ça n'existe pas dans la mesure où si on lit le manifeste agile, tout est écrit dedans. Voilà. Donc le MVP, on a pris une phrase du manifeste agile, c'est livrer rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Et puis on a dit j'ai inventé un nouveau concept, c'est le MVP. Mais non, c'est dans le manifeste agile. DevOps, c'est la même phrase DevOps, dis donc. C'est livrer rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. On a inventé un nouveau courant, c'est on va livrer des trucs rapidement, c'est de l'intégration et déploiement continu, mais l'extreme programming a écrit ça dès 1999. Et il fait évoluer le concept en 1800 quelque chose. C'est ça. Donc c'est l'avantage du repackaging, c'est de redémarrer la conversation. C'est ce que j'aime moi de DevOps. C'est que ça redémarre la conversation. Oui, ça redémarre la conversation. Qui a démarré il y a longtemps. Oui, c'est ça. Ça redémarre la conversation et on parlait d'un point de vue commercial un peu. Effectivement, c'est très drôle parce qu'il y a des gens qui veulent pas entendre parler d'agilité. Mais ils sont prêts à entendre parler de DevOps. Et c'est très drôle quand on sait que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai ma pièce $1, j'ai le recto, j'ai le verso, c'est la même pièce. Donc la personne dit je veux pas ça. Je dis on le retourne, tu veux ça? Oui, je veux ça. Ok, très bien. On va commencer par ça. Je suis toujours confortable quand les gens ne veulent pas parler d'agilité parce que l'agilité, de toute façon, ce n'est pas l'objectif. Oui, c'est ça. C'est une inspiration, c'est un moyen, c'est une façon de penser. C'est ça. Mais l'objectif, c'est de probablement livrer de la valeur à nos clients et avoir du fun à le faire. Oui. Et le no estimate peut contribuer à ça. C'est ça, complètement. Tu donnes un keynote dans pas long. Le message central que tu aimerais que les gens retiennent à la sortie de ton keynote, ça serait quoi? Alors, je l'indiquais un peu tout à l'heure, mais j'ai pas tant envie de faire passer un message que de déconstruire des pensées par le rire. Donc tu veux créer un questionnement. Les gens sont dedans avec vraiment un questionnement. What if? Je suis convaincu qu'en 45 minutes, 1 heure, grosso modo, je vais convaincre personne. Ça, j'en suis à peu près convaincu. Mais tu dois choquer au moins la moitié. Voilà, c'est ça. et l'idée, c'est alors déjà pouvoir faire rire, parce que quitte à faire passer des messages, autant le faire passer dans la bonne humeur. Et puis, effectivement, plutôt susciter l'interrogation, plutôt susciter le doute. Pas forcément faire passer un message de manière directionnelle. Voilà, il y a une citation, alors on l'impute à beaucoup d'auteurs, mais c'est l'éducation, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et je pense que c'est vraiment ça. Et pour penser différemment, il faut douter de ses pensées antérieures. C'est-à-dire à un moment, cette petite remise en cause, cette petite remise en question. Voilà, l'objectif, ça serait de permettre aux gens de sortir de là en disant mais est-ce que mes certitudes sont vraiment certaines? Qu'est-ce que certitude? Voilà, et mes certitudes jusqu'à ce jour. Et puis s'ils peuvent rire un peu, ça sera bien aussi. C'est fantastique, fantastique. Avais-tu quoi à ajouter, Mathieu? J'ai manqué une grande partie de votre entrevue. Je suis désolé. Il y avait des ajustements techniques et beaucoup de courses. J'ai chaud. Peut-être que vous l'avez abordé, donc arrêtez le sujet si c'est le cas. Mais je serais curieux de savoir quel type de personne est-ce que vous choquez le plus lorsque vous présentez votre conférence? Alors, managers. On a parlé, c'est ça. On a parlé un peu de ça. Alors, ceux qu'on choque le plus. Alors, il y a ceux qu'on choque et qui reconnaissent qu'ils sont choqués. Et il y a ceux qu'on choque et qui défendent ardemment, qui balayent ça d'un revers de la main. C'est pas sérieux. Voilà, c'est ça. Alors, ceux qui vont balayer d'un revers de la main, c'est tous ceux qui vont dire que c'est pas sérieux. Pour une simple et bonne raison, très souvent, et du coup, faut surtout pas en vouloir à ces personnes-là, c'est que c'est alimentaire pour eux.
C'est-à-dire que, grosso modo, leur job, c'est de faire des estimations. Forcément, une personne à qui on dit on va arrêter d'en faire, si c'est 100% de son métier, on remet en cause son métier. Donc c'est compliqué. Après, ceux qu'on va choquer, il y a des gens qui sont choqués, j'allais dire, mais qui le reconnaissent. C'est des gens qui disent mais j'y avais jamais pensé. J'ai croisé quelqu'un qui avait vu cette conférence-là et il est venu me voir en me disant mais quand je suis rentré dans la conférence, je ne m'étais jamais posé la question s'il fallait faire des estimations ou pas. Ma question c'était comment est-ce qu'on en faisait, mais certainement pas si on devait en faire ou pas. C'était tellement obligatoire. Mais on lui a appris ça à l'école, il a vu ça dans toutes ses entreprises, tous ses managers, tous ses directeurs lui ont toujours demandé ça. Donc la grande question c'est comment je vais faire des estimations fiables. La question c'est pas est-ce que je vais en faire. Vous êtes un générateur de aha moment, là vous êtes un générateur de révélation. C'est juste de poser cette question, est-ce qu'on doit vraiment en faire? Voilà. Oui, ça dépend de ta question. Tout à fait. Il reste encore 5 minutes. Je vais, respirer, apprécier le silence malgré ce chaos ambiant. Je pense qu'on a les écouteurs. Parce qu'on connaît plein de monde ici. Hein, donc, j'ai vu ça, il y a des coucous. Je serais curieux de savoir, j'imagine que dans votre carrière, bon, vous êtes passé par en faire, en participer, etc., des estimations. C'était quoi votre aha moment à vous qui a déclenché ce changement de mindset-là? C'est une très bonne question. En fait, effectivement, j'ai été développeur pendant des années dans des organisations cycle en V, le truc qui fonctionne pas. Et j'ai fait des choses absolument absurdes. Par moi, j'ai rédigé des documents en sachant qu'ils seraient jamais lus. Oh, ça fait mal, ça. Et on me le disait. Et on me disait que c'était de la qualité. Et il y a un moment où je revendique le droit à la réflexion, à l'intelligence, et me dire mais non, c'est pas de la qualité, et si c'est pas lu, ça sert à rien. Et en fait, j'ai eu une opportunité en 2009 de monter une équipe dans un contexte assez particulier parce que mon responsable hiérarchique, c'était une équipe de développement et mon responsable hiérarchique était un directeur artistique. C'est intéressant par exemple. Donc c'est très intéressant en termes d'autonomie et de liberté, on fait absolument ce qu'on veut. Et en fait, j'ai vu des gens faire des estimations. J'ai une scène effectivement, c'est un jour un client qui arrive, qui demande quand est-ce que ça va être fait. Et dans sa question, c'était surtout occupez-vous de mon dossier. Il n'avait pas besoin d'une date ou d'une estimation. Il avait besoin d'être rassuré sur le fait qu'on allait travailler pour lui. Et la développeuse lui a dit je te fais ça demain. Et il était 14h. Il était 2h, pardon. Non, c'est bien. Et en fait, au moment où elle a dit cette phrase, je me suis dit elle est en échec. Elle s'est mise en échec en voulant bien faire et sans répondre à la demande du client. Et ça a été la révélation et du coup de ce jour-là j'ai arrêté d'en faire et à partir du moment où j'ai arrêté d'en faire je me suis aperçu qu'on pouvait continuer à délivrer des fonctionnalités, qu'on pouvait développer, qu'on pouvait tester, qu'on pouvait absolument tout faire, qu'on pouvait avoir des clients très satisfaits sans ça et donc j'en suis arrivé naturellement à la conclusion qu'il fallait arrêter de le faire. Génial. Les lumières commencent à clignoter. J'ai l'impression que c'est l'appel général pour votre conférence qui débute bientôt. Une toute petite dernière question, il nous reste 3 minutes. Si les gens veulent le rejoindre? Une préalable. Dans un petit peu plus d'1 heure, vous allez sortir de scène, vous allez avoir fait votre conférence. Comment prévoyez-vous, dans quel état allez-vous sortir selon vous? Fatigué. D'accord. Soulagé. transpirant et heureux. Je vous le souhaite. Normalement, c'est ça.